On l'a attendu longtemps, ce premier Grand Prix de la saison 2021, et vu toutes les questions qu'ont posées les essais hivernaux et les essais libres aussi, on a enfin eu quelques réponses, mais pas tout à fait. Là, c'est un peu compliqué quand même. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Bahreïn 2021. Mais avant ça, je vous le rappelle, ce sont mes réactions, j'en ai choisi 5, je n'ai oublié personne, voilà, je peux pas parler de tout le monde, je ne vais pas parler de tout le monde, j'ai pas oublié bidule, j'ai pas oublié machin, j'essaie de faire un petit peu les réactions que moi j'ai et forcément vous avez des réactions différentes, donc n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires en fin de vidéo comme d'habitude. Et puis en attendant, on va partir pour Bahreïn parce que là on a eu un sacré spectacle. Première réaction, on va parler des batailles. On a eu partout des batailles et ça franchement, ça fait vraiment plaisir après un hiver qui n'a pas été si long finalement. Bah on a été gâtés. On a été gâtés. La première grosse bataille, Alonso, Vettel, Sainz, un petit peu un remake de Cars quelque part, le live action movie quasiment. Bref, on a vu un Alonso qui se décalait, qui allait bien violemment comme il fallait, comme il savait le faire, comme il sait le faire. Et franchement ça c'était beau. Bon finalement c'est quand même Sainz qui a tiré les marrons du feu, Alonso qui a un petit peu tout perdu, mais ça c'était une belle bataille. La deuxième belle bataille, on l'a pas vu, mais bon, grâce à Esteban Ocon, on nous a donné une petite chose quand même. Esteban Ocon qui a fait une belle bataille avec Yuki Tsunoda, justement le pilote japonais. Là ça a été agressif, ça a été rugueux, on a fait vraiment tout ce qu'il fallait. C'est sorti un petit peu large, voire même hors des limites au virage 4 justement, mais ça a rien lâché, les deux se sont vraiment tatillonnés côte à côte, etc. Esteban Ocon est sorti justement vainqueur de cette bataille, mais Esteban Ocon n'aura pas marqué de points sur ce Grand Prix, il me semble. En revanche, c'est Yuki Tsunoda qui va marquer ses premiers points, 9e, 2 points, et c'est même la première fois qu'un Japonais marque ses premiers points dès son premier Grand Prix. Vous allez me dire dans les commentaires évidemment qui est le dernier pilote japonais à avoir marqué des points et surtout quand est-ce qu'il a marqué des points, parce que à mon avis ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu un pilote japonais en Formule 1 et ça franchement moi ça me fait super plaisir. Mon petit protégé, Yuki Tsunoda qu'on aime bien évidemment, Tsunoda qui d'ailleurs a mis un énorme dive bomb sur Fernando Alonso. Il est venu de nulle part, il a fait je te mets les freins, salut bisous. Alonso il avait même pas commencé à braquer que l'autre il était déjà à la corde. Autant vous dire que c'était un peu vénère. Moi ça m'a régalé évidemment. C'est vraiment très beau. Et puis on a eu aussi une très belle bataille en début de course un peu agressive entre Norris et Charles Leclerc sur plusieurs tours, ça aussi c'était très beau. Bref, des belles batailles sur un circuit moderne de Hermann Tilke. Oui, ça peut arriver mesdames et messieurs et ce n'est pas la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière évidemment, mais on s'est régalé sur ce Grand Prix de Bahreïn. Deuxième réaction, parlons des meilleurs des autres. Parlons de Lando Norris et de McLaren qui ont été vraiment impressionnants. Effectivement, début de course très agressif de Norris, course vraiment parfaite par la suite. Ça a été un petit doute quand même sur la qualification, mais vite rétabli par le rythme de course qui était absolument phénoménal de la part du pilote britannique. Vraiment, il nous a planté un extérieur sur Gasly dans le premier tour, là, presque il a enroulé presque Bottas aussi. C'était assez violent. Parlons un petit peu de Ricciardo, son coéquipier, Daniel Ricciardo, qui est un petit peu en deçà, mais c'est sa première fois avec la McLaren en Grand Prix. C'est un petit peu normal, il doit encore un peu s'habituer au feeling en fait du freinage de sa voiture. Comme il a pris un petit peu de temps aussi du côté de chez Renault en 2019, il n'était pas encore bien à l'aise avec le freinage, le feeling du freinage. Là du coup ça sera un petit peu pareil chez McLaren, peut-être qu'il mettra un petit peu moins de temps à s'acclimater. Donc voilà, McLaren, troisième force du plateau. Troisième force du plateau, ça c'est sûr, mais par contre, je m'attendais pas à avoir un écart aussi abyssal entre McLaren et les top teams, notamment, ou en tout cas avec la tête du milieu de peloton et les top teams. Donc c'est assez surprenant. Moi je pensais que ça s'était un peu rapproché, pas du tout. En fait, ils sont pris 1 seconde à 1 seconde 5 par tour, autant vous dire que ça a fait un petit peu mal. Alors, dans une course où tout le monde se passe correctement, où tout se passe bien, on va dire, il y a une bataille McLaren, Ferrari et Alpha Tauri. Ouais, c'est un petit peu ça. Théoriquement, si tout se passe bien, ça se passe comme ça. Alpha Tauri qui était un petit peu en deçà, parce que forcément avec Gasly et tout, ça s'est pas très bien terminé, je vais revenir dessus. Le reste est un peu plus loin, on parle de Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo, tout ça c'est un petit peu plus loin de ces trois là. Donc voilà, non en vrai un milieu de peloton plutôt resserré comme d'habitude.
Troisième réaction, mesdames et messieurs, on va parler de la malédiction des numéros 2 dans les top teams, que ce soit Bottas ou que ce soit Perez, c'est la catastrophe. Coupure de courant chez Perez, voilà, on a décidé, ils n'ont pas payé l'électricité chez Red Bull, c'est stop, la voiture a dit non, non, tu vas te garer sur le Teco, tu vas rien faire, etc. Alors, il a réussi à relancer sa voiture grâce au MGUK du moteur Honda, il a dû repartir des stands. Last to P5 quand même, avec un festival de dépassement, ce qui lui vaut le Driver of the Day. Eh oui, c'est déjà ça de prix pour Perez, alors ça marque pas de points, mais c'est déjà ça. Évidemment, hein, la Red Bull, elle est au-dessus de tout le monde. Moi, j'ai été un petit peu en caméra embarqué avec lui sur la F1 TV Pro, je me suis régalé. Festival de dépassement, ça a été vraiment, vraiment très très cool. Il y a un petit air un petit peu d'Alexander Albon quelque part, dans le sens où on le met dans la sauce dès les qualifications avec les médiums, on lui dit « Ouais, mais non, vas-y, tu vas passer en Q3 avec les médiums », alors que c'était plus possible. Donc on a pris un risque un peu inutile chez Red Bull, et finalement, il partait P11. Le problème de courant, bon, bref, on se met un petit peu dans la sauce, c'est un peu dommage parce que Perez, il a manqué stratégiquement à Verstappen pour pouvoir l'épauler face aux deux Mercedes, et ça fait 2 ans que Red Bull essaie d'avoir un coéquipier qui puisse faire ça. Bon, là, pour une fois, même pour plusieurs fois d'ailleurs, et Perez n'y est pas trop pour grand chose. Alors oui, il avait loupé son premier run en Q2, mais bon, quand même. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner pour la suite pour Sergio Perez. Faut pas désespérer, on sait qu'il a du talent, etc. On va attendre quelques grands prix. Parlons de Bottas. Valtteri Bottas, mesdames et messieurs. Bon, alors un peu mieux que Perez, hein, mais il se fait bouffer par Leclerc très rapidement avant de reprendre le dessus sur le départ. Pas dans le rythme du week-end par rapport à Lewis Hamilton. Il a trouvé la voiture absolument inconduisible. Il a joué le rôle pour forcer Verstappen à s'arrêter au premier pit stop, hein, à la fin du premier relais. Hamilton qui s'était arrêté lui aussi. Il a forcé Verstappen à s'arrêter, mais derrière il était un petit peu loin, Valtteri Bottas, pour aller chercher justement Verstappen, ou même prétendre à la victoire. Il s'est fait un petit peu décrocher, et puis pas de bol, deuxième arrêt au stand, ça foire chez les mécanos, du coup il se retrouve loin, il se retrouve tout seul, etc. Il prendra quand même le point du meilleur tour, mais ouais, c'était compliqué de pouvoir revenir après un arrêt raté, de rejoindre la bataille Verstappen, Hamilton, etc. Donc bon voilà, après tant mieux pour nous, hein, parce que du coup la bataille Verstappen-Hamilton n'a pas été altérée d'une seule petite goutte, ce qui fait que on s'est régalé, hein, voilà. Et puis si derrière on peut se régaler avec une version numéro 2 entre Bottas et Perez pendant toute la saison, moi je prends. Bref, donc du coup les deux numéros 2, si on les retrouve ensemble, il y a moyen de se taper des petites barres. Quatrième réaction, mesdames et messieurs, mais qu'est-ce qui nous a fait Sébastien Vettel? Vettel, non! Oh là là, Vettel, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Regardez-moi ça! Il est rentré dans l'arrière-train d'Esteban Ocon qui avait absolument rien demandé. L'erreur absolue, hein. Alors forcément, il y a un petit peu de mauvaise foi, hein, pour Sébastien Vettel qui dit il s'est décalé sur moi, etc. Alors non, pas du tout. En revanche, je vais essayer de prendre un petit peu sa défense parce que vous savez, quand on arrive sur un freinage, on regarde notre point de freinage, on freine, et une fois qu'on est en train de freiner, on regarde notre point de corde. Et donc je me dis que Vettel était en train de regarder le point de corde à droite, donc à l'opposé de Esteban Ocon, et sans le vouloir, sans le sentir, il a dû se décaler au fur et à mesure. Et du coup, il s'est dit, en regardant le point de corde, peut-être qu'il a perçu, il s'est dit, ah non, c'est lui qui est revenu sur moi, alors que non, c'est bien Sébastien Vettel qui s'est décalé et qui est finalement rentré sur Esteban Ocon. Alors, il faut bien savoir, hein, que si vous revenez derrière une voiture sur un freinage, si vous remettez derrière une voiture, vous avez plus d'appui aérodynamique, ça freine plus aussi bien, et donc du coup les pneus se bloquent, et puis vous terminez dans le diffuseur de la voiture devant, voilà. Alors Sébastien Vettel s'est excusé auprès d'Esteban Ocon, voilà, c'est aussi la classe d'un champion du monde, hein, qui reconnaît ses erreurs. Par contre, c'est le cauchemar, hein. Par contre, c'est le cauchemar sur le premier Grand Prix de la saison, c'est très très compliqué. Dernier, respecte pas un drapeau jaune, donc dernier sur la grille, hein, évidemment, respecte pas un drapeau jaune en qualification, rythme plus que beauf. Normal, tu me diras, ça tente un seul arrêt au stand, tout le monde a fait au moins 2 arrêts au stand, là on tente un arrêt au stand chez Aston Martin. Je pense qu'il y a un vrai problème de compréhension pour le moment. Faut espérer que ça aille mieux, mais alors là c'est catastrophique pour commencer. Il termine derrière une Williams. La honte pour Vettel. Vraiment la cata. Non, la cata pour Vettel. Un petit peu la cata aussi pour les Alpines, juste pour en parler vite fait. Un peu la cata sur les pneus médiums et sur la deuxième partie de course. Ça a été dur. Ouh là, ça a été très dur pour les Alpines. Il y a du boulot. Il y a un peu de perf quelque part. Je pense qu'il faut débloquer quelque chose parce que la voiture elle est plutôt saine, etc.
mais il faut que ça aille plus vite. Voilà, donc va falloir faire des progrès, comme chez Aston Martin d'ailleurs. J'avais décidé de faire une causerie sur ce cher monsieur qui est Sébastien Vettel avant le week-end, avant ce week-end de Grand Prix. Je m'étais dit, tiens, il serait peut-être temps de parler un peu de Sébastien Vettel. Et bah PTDR, parfait, parfait, vous aurez votre causerie la semaine prochaine sur Sébastien Vettel. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ouais. Cinquième et dernière réaction, vous l'attendez, je sais que vous l'attendez, pourquoi vous croyez que je la mets en cinquième? On va parler forcément du contentieux entre Verstappen et Lewis Hamilton au virage 4. Avant ça, on va parler un petit peu de stratégie, mesdames et messieurs, mais regardez-moi cette stratégie. Alors il faut un petit peu comprendre les choses. Stratégiquement parlant, c'est ce qu'on appelle, c'était une course avec de la track position. En fait, la track position, si vous préférez, eh ben, c'est avoir l'avantage sur la piste. Donc il faut mieux être premier que deuxième parce que eh bien, le premier te dicte un petit peu la stratégie. Alors forcément, eh bien, Verstappen s'est pris un undercut sur le premier relais, puisque Hamilton s'est arrêté avant lui. Il a essayé de pousser son relais un peu plus loin. Alors Hamilton s'arrête avant lui parce que Perez est en train de revenir et que si Hamilton s'arrête un tour plus tard, il se retrouve derrière Perez qui risque de le bloquer et qui risque de le retarder sur Verstappen. Donc il y a aussi pour ça qu'on est rentré chez Mercedes. Verstappen est obligé de s'arrêter à cause de Bottas qui le force à s'arrêter un tour avant. Derrière, eh bien, Hamilton a très bien joué sur le deuxième arrêt au stand, puisque eh bien, il s'est arrêté au 28e tour. Il a anticipé son arrêt en disant « Ok, bah, je vais m'arrêter maintenant, comme ça tu pourras pas me faire l'undercut. » Et du coup, eh bien, Verstappen a dû pousser un peu plus loin. Et le pari de chez Mercedes, c'est de dire on va aller le plus loin, on va essayer de faire en sorte de résister le mieux possible et d'emmener ses pneus durs le plus loin possible. Et Verstappen devait revenir et donc la bataille, quoi qu'il arrive, elle arrivait sur ce fameux virage 4 à quelques tours de la fin. Et oui, ça a été un petit peu compliqué, regardez-moi ça. Et voilà, ça double en dehors des limites de la piste pour Max Verstappen. Oui, ça c'est formellement interdit, tout simplement. C'est formellement interdit par le règlement, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas nouveau, on a déjà eu des cas similaires dans tous les sens, etc. Ça s'est déjà passé. Voilà, donc ça, réglementairement parlant, Verstappen, il n'a pas le droit de dépasser par l'extérieur. Mais, forcément, il y a eu un petit problème chez Verstappen, il y a eu ce qu'on appelle le snap oversteer. Alors en anglais, ça veut dire, grosso modo, il s'est pris un petit coup de raquette, il a commencé à perdre l'arrière, il se fait emmener par l'extérieur par Lewis Hamilton, et vous voyez, hein, là clairement, le volant, il est braqué comme si on voulait aller sur la outer track, alors c'était pas du tout ce qu'il voulait, mais il est obligé de corriger violemment, et il se retrouve complètement à l'extérieur. Donc il y a eu un petit peu ça quand même aussi, faut le noter, hein. C'est pas sa volonté de prendre large comme l'a fait Lewis Hamilton, parce que Lewis Hamilton, il a passé au large de ce virage 29 fois, mesdames et messieurs, qui passe au large le garçon, avant que la direction de course lui dise frérot, à un moment donné, il faut pas trop abuser. Alors, il y a quelque chose aussi, 29 ça fait beaucoup, mais effectivement il y a la réglementation et l'application de la réglementation, et sur chaque Grand Prix, le directeur de course tout simplement explique au pilote et dit bon bah voilà, sur ce point de règlement, pour ce virage on est obligé de faire ceci comme cela, etc. Donc on adapte le règlement à chaque course, ça c'est pas nouveau, ça se fait dans toutes les catégories, parce que chaque circuit est unique, chaque circuit a ses spécificités. Donc on a dit, la direction de course a dit, écoutez, virage 4, pendant la course, nous n'allons pas surveiller ce qui se passe là-bas. Donc, grosso modo, sous-entendu, vous êtes des grands garçons, vous respectez un petit peu les choses, etc. Bon, il y en a qui ont un petit peu abusé quand même, on va pas se le cacher. Mais du coup, Hamilton est dans son pur droit de partir au large comme il l'a fait, tout simplement. Sortir large tous les tours, c'est différent de dépasser hors des limites de la piste. C'est pas du tout la même chose. Parce que dépasser en dehors des limites de la piste, c'est gagner un avantage certain, alors que partir au large sur un tour comme ça, c'est pas gagné, c'est pas considéré comme tel. C'est deux points de règlement très spécifiques et qui sont tout à fait différents. Mais nous, forcément, ce qu'on comprend pas, c'est normal, c'est qu'on se dit, mais attends, il y en a un qui passe 29 mois, presque, bon, quasiment 29 mois, hein, les gars, sur l'extérieur de la piste. Donc, d'une certaine manière, il gagne un avantage aussi parce que il utilise un petit peu moins ses pneus, parce qu'il est un peu moins violent, machin, truc, etc. Bon, après, on a une interprétation forcément de tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de sortir large tout seul et qu'on n'aurait pas le droit de dépasser aussi sur la même trajectoire qu'on prend chaque tour? Donc forcément, il y a un petit problème, il y a un manque de logique, hein, qu'on constate et qui fait que, bon, on polémique encore une fois sur des points de règlement, et ça, vous savez que ça commence à m'énerver un petit peu. Hors limite ou dans la limite, franchement, choisissez, mettez des capteurs, faites ce que vous voulez, vraiment.
faites vraiment ce que vous voulez, mais du moment que tout le monde est au même régime, eh ben on est tranquille. Voilà, donc ça c'est pour moi le plus important. J'avais fait une vidéo sur les limites de la piste, voilà, vous pouvez aller la voir. C'est encore d'actualité là pour le coup. En tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que toute cette histoire, ça m'avait pas manqué. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. En tout cas, oui, c'est sûr, on n'a pas le droit de dépasser hors des limites de la piste, mais c'est à la FIA aussi de faire bien son boulot, notamment sur le fait de dire, bah non, vous n'avez pas le droit de passer pendant 29 tours comme ça au large. C'est pas possible. Là, c'est abuser de la confiance de la FIA, on va dire. Donc voilà, s'il y a quelqu'un sur qui taper, c'est ni sur Verstappen, c'est ni sur Hamilton, c'est plutôt sur la FIA qui s'est mis elle-même dans la sauce au final, en disant, ouais, bon, on va pas surveiller, etc. Non, surveille, on surveille. Et les pilotes, ils réfléchissent pas, ils vont vite, c'est tout. Les petits bonus. Les bonus, les petits bonus, mesdames et messieurs, j'en ai deux. J'ai deux petits bonus. On va parler de Nikita Mazepin ou Nikita Mazepin, hein, évidemment. Alors le pilote russe avait dit « je répondrai sur la piste ». Voilà, bah écoutez, fin de la vanne, hein, visiblement. Merci beaucoup. Alors à sa décharge, hein, à sa décharge, Schumacher prend le même coup de raquette quelques tours plus tard. Mais c'est vrai que doubler tout le monde pour entamer son tour de qualification, finir en tête à queue au premier virage, on a connu un peu mieux. Mais voilà. Deuxième petit bonus, bah, l'erreur d'inattention de Gasly. Je suis obligé d'en parler forcément, qui coûte très cher à Gasly et à AlphaTauri, mais BG, mais ce que vous voulez. Effectivement, ça coûte très cher. Le fond plat est endommagé. Il n'a pas réussi à remonter, donc c'est vraiment dommage. Parce qu'il y avait de gros points à jouer pour AlphaTauri. Ça pouvait se battre avec les Ferrari à mon avis plus qu'avec les Mercedes. Et quand on voit la perfo de Yuki Tsunoda qui est un rookie, en vrai on peut se dire que l'AlphaTauri elle est vraiment bien, donc c'est vraiment dommage pour notre cher ami Pierrot, mais on sait qu'il va rebondir, ça c'est pas un souci. Voilà, c'est tout pour ce Fast 5, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, ciao ciao. Thank you.